Je vais commencer cette petite introduction par déjà un peu de la méthodologie, si vous voulez bien. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de lire, avant la fin de votre licence, intégralement le code civil et, à minima, le livre 1 et 2 du code de commerce. L'idée, ça sera pas, que vous connaissiez tout par cœur, mais c'est de comprendre la logique générale de comment est-ce que les textes s'articulent, de quels sont les grands principes qui muent le droit français. Et en plus, ça vous permettra de réviser toutes les matières que vous avez eues dans votre licence. Alors, peut-être qu'il y a des étudiants de M2 M1 ou M2 qui nous écoutent, j'en sais rien. Si vous êtes en M1, M2, vous ajoutez le livre 6 du code de commerce. Autre chose, dans vos copies, pensez à aérer vos copies. Quand vous avez un arrêt à commenter, que l'arrêt, c'est un seul attendu qui fait 40 lignes, vous n'avez pas envie de lire les 40 lignes à la suite parce que c'est barbant. Bah, les copies, c'est pareil. Si, au lieu d'avoir 40 lignes d'un bloc, on a des petits paragraphes de 5-6 lignes, c'est beaucoup plus sympa à lire pour nous. Et en plus, on a plus de place pour mettre les annotations. Donc, franchement, n'hésitez pas à faire ça et ça rend la copie plus agréable. Faites attention à où vous mettez des majuscules et à la manière dont vous citez les arrêts et les articles. Évitez au maximum les abréviations. Et pour citer les arrêts, si c'est un arrêt de cour de cassation, vous mettez cassation, la chambre, la date, éventuellement le numéro de pourvoi, parce que juste avec la date, c'est juste impossible à retrouver. Et on peut se demander si vous nous avez pas mis un arrêt au pif. Voilà pour cette petite introduction sur la méthodologie. Je vois rien d'autre que je puisse ajouter. Ah si, je vous rappelle aussi que la forme en droit est très importante parce qu'elle permet, si on vous demande de mettre des transitions ou de mettre des chapeaux introductifs, c'est aussi pour comprendre votre raisonnement et savoir où on en est dans la copie. Nous sommes dans l'amphithéâtre Portalis et je voulais commencer du coup cette session de droit commercial avec une citation du coup d'Udi Portalis où il nous dit: «Le commerce se développant nous a guéri des préjugés barbares et destructeurs. Il a uni et mêlé les hommes de tous les pays et de toutes les contrées. La boussole ouvrit l'univers, le commerce l'a rendu sociable.» Pourquoi je trouvais cette citation bien, mis à part au clin d'œil avec le nom de l'amphithéâtre virtuel, c'est que ça nous montre bien les intérêts contradictoires de la matière. Puisque le droit commercial est une matière nécessaire pour le développement économique, mais c'est aussi le commerçant, un type qui veut du pognon. Et vu qu'il veut du pognon, c'est forcément un type malhonnête, et donc il faut s'en méfier. Mais en même temps, vu qu'il est nécessaire pour le bon développement déjà de sa richesse personnelle et plus généralement, de l'économie, nationale, eh ben, on n'a pas le choix que de faire avec. Et c'est vraiment les 2, si on peut dire, points intérêts contradictoires de la matière, et toute la matière est organisée autour de ce hiatus. Vous verrez que le droit commercial, à l'inverse du droit civil, souffre d'un problème de définition. C'est-à-dire que dans le code civil, à chaque fois qu'on a un nouveau contrat, on nous dit, par exemple, le contrat de louage, de location, de bail est le contrat par lequel machin truc, et on a toute la définition bien posée. En droit commercial, c'est beaucoup plus flou. On a des espèces de listes, enfin, limitatives ou pas, on ne sait pas trop. Donc, c'est une matière où il faut à chaque fois bien définir les termes du sujet et être précis dans la définition, puisque je vous rappelle que le droit est une science et toute science utilise un vocabulaire technique précis. Si c'est noir, c'est noir. On ne dit pas c'est une absence de couleur. Non, on n'est pas là pour faire des rébus, des charades ou des devinettes. On est là pour faire des démonstrations. Donc pensez-y. Et selon comment vous définissez les termes, vous allez avoir une orientation ou une autre. Et mettre en évidence des intérêts, des problématiques différentes. C'est pour ça, le travail de définition est un travail fondamental et la présentation de ce jour va beaucoup s'attacher aux définitions. J'ai demandé à Dylan s'il pouvait m'assister pour faire la présentation dans le sens où il va prendre, part active à la présentation. Il va vous présenter des parties. Comme je vous disais, je vous incite à lire tous les matins, tous les soirs, matin, midi et soir, comme vous voulez, le code de commerce et le code civil. Donc le plan de notre présentation sera plus ou moins le plan du code de commerce. Oui, code civil et code de commerce. Alors, la séance de ce soir, c'est du droit commercial. Mais déjà, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'est le droit commercial. Donc, vous avez sur la diapositive à l'écran une définition
Personnellement, je préfère m'attacher à celle qui a été émise par la professeure Françoise Dequever-Desfossez, qui a défini le droit commercial comme étant, je cite, la branche du droit privé qui régit un certain nombre d'activités économiques et des personnes qui s'y livrent, la détermination des unes et des autres étant faite par le Code de commerce. Pour faire un rapide aperçu historique, le Code de commerce il a été promulgué en 1807 avec à l'époque environ 640 articles, contre une trentaine fin 2000 approximativement. Hein. Et ce Code de commerce se basait justement sur l'ordonnance du commerce terrestre de Colbert en 1673. En revanche, c'est uniquement depuis les lois des 2 et 17 mars 1791, dites des décrets d'Allard, que la liberté du commerce et d'industrie a été instaurée. Comme vous avez pu remarquer, il ressort de cette définition que le droit commercial, finalement, c'est le droit de l'activité économique. Sauf que ça serait trop simple s'il n'existait qu'une activité économique, et il en existe plusieurs. Et donc, on va vous présenter rapidement les diverses activités économiques qu'il existe, les activités professionnelles. D'ailleurs, le nom de la matière est sujet à controverse. Certains disent qu'il faut mieux l'appeler droit de l'activité économique, d'autres droit professionnel, d'autres encore disent que finalement le droit commercial est un droit mort, est un droit qui n'existe plus et qu'il s'est transformé en droit des affaires. Michel Cabriac, que je citerai peut-être plusieurs fois, dit que le droit des affaires est un droit d'étiquette. Finalement, ça regroupe plusieurs matières qu'on a mis tous ensemble dans la même casserole et qu'on a appelé ça droit des affaires. Alors que le droit commercial a vraiment sa pensée propre, ses objectifs propres. Pour revenir aux activités professionnelles, du coup, elles sont traditionnellement de 3 ordres: activités libérales, agricoles et commerciales, auxquelles vont s'ajouter deux autres activités en raison des évolutions de la société, que sont les activités artisanales et industrielles. Alors la première, c'est l'activité de profession libérale, qui répond à 4 caractéristiques, enfin, qui sont cumulatives. D'abord, ça doit être une nature d'activité civile. Dans un second temps, ça doit être exclusivement de prestation de services. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'honoraires et non pas de rémunération. Ensuite, ça doit respecter la déontologie. Quand un avocat va prêter serment, il se conforme au règlement intérieur national des avocats. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir la détention d'une qualification professionnelle dans certains cas. C'est pas forcément une fatalité. Mais voilà. Ensuite, on a l'activité d'agricole qui consiste à une activité à caractère civil de culture et d'élevage. Donc ça, c'est la définition traditionnelle et ancienne. Mais toutefois, compte tenu de l'évolution des techniques agricoles, on s'accorde à dire que c'est désormais davantage l'exploitation d'un cycle biologique, c'est-à-dire une production de biogaz par le principe de méthanisation. À ces activités donc traditionnelles, on a ajouté les activités artisanales. Alors, le droit français et l'activité artisanale, c'est moi je t'aime moi non plus, puisque on reconnaissait l'activité artisanale. Ensuite, on a décidé de ne plus la reconnaître. Puis finalement, on a décidé de nouveau de la reconnaître. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est quoi ce bazar? L'activité artisanale est par essence une activité commerciale, où il y a une prépondérance du travail manuel. Ce que l'on cherche, c'est pas tant le profit, mais c'est plutôt la qualité. Donc, c'est plutôt, si on peut le résumer, c'est la qualité, oui, la quantité, peut-être pas. Sauf que, avec la loi sur les sociétés commerciales, on a vu que ces exploitations artisanales, eh ben, elles étaient soumises au même droit que les sociétés commerciales et du coup, c'était compliqué parce que ça mettait en péril ces exploitations puisque, ben, les grosses sociétés commerciales venaient marcher sur leur plate-bande et elles étaient moins bien et au final, les activités artisanales étaient moins bien protégées. Donc, le législateur a décidé de soustraire l'activité artisanale, pourtant commerciale, du droit commercial pour la loger dans le droit civil. C'est pour ça que les activités artisanales relèvent du droit civil. Donc, comme je vous le disais, l'activité artisanale se caractérise par une prépondérance du travail manuel. Administrativement, vous avez un seuil de 10 salariés à ne pas dépasser pour avoir la qualité d'artisan et vous devez relever d'un des secteurs d'activité mentionnés par le décret. Donc, on peut les regrouper en 4 catégories qui sont les secteurs alimentaires, donc par exemple la production de plats emportés, le secteur du bâtiment,
les secteurs des prestations de services, genre une masseuse, ou les secteurs des métiers d'art. Ensuite, la révolution industrielle avec tout ce qui est mécanisation, développement de la machine à vapeur, développement des manufactures, a créé justement l'activité industrielle. Cette activité industrielle, c'est l'activité de production et de transformation à grande échelle. Et donc, il semble logique de la rattacher à une activité commerciale comme une autre. Je vous rappelle que la distinction entre droit civil et droit commercial est une distinction fondamentale du droit français. Comme il existe la distinction entre droit privé et droit public, le droit privé est divisé en deux, entre droit civil et droit commercial. Le droit civil, ce sont tous les actes normaux, historiques, avant le développement de la commercialité. Donc, c'est-à-dire avoir un nom, se marier, hériter, vendre, mais pas à titre professionnel, mais la vente occasionnelle, limite accidentelle. Alors que le droit commercial, c'est vraiment le droit des flux de richesse. Et c'est un droit dont on se méfie. Alors, au niveau des actes de commerce, il y en a au nombre de 3. Il y a ceux qui sont par nature ou dits mixtes, c'est ceux sur lesquels je vais d'ores et déjà évoquer. Donc, qu'importe la nature de l'acte de commerce, ils sont tous régis par les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce. Le législateur a préféré faire ça sous forme de liste, donc si vous vous référez à l'article sur Légifrance, vous verrez que c'est une longue liste qui permet de qualifier en quoi telle ou telle chose est un acte de commerce. Parmi ces activités parmi ces actes dits par nature, on a les activités de distribution, comme en l'occurrence l'achat pour revente, l'activité de service, c'est-à-dire la location de meubles ou la location de véhicules. On a l'activité financière, l'emprunt bancaire, l'assurance par exemple, et on a aussi l'activité industrielle, comme l'a évoqué Nathanaël un petit peu plus tôt, donc je ne vais pas revenir dessus. Outre les actes de commerce par nature, on a les actes de commerce par la forme. Juste pour préciser les actes de commerce par nature, si c'est des actes de commerce qui sont effectués par des non-commerçants, ils n'auront pas forcément, ou à caractère accidentel, ils ne seront pas qualifiés d'actes de commerce. Par exemple, si moi, demain, je décide d'acheter 15 austères de bois pour en revendre 8 à mon voisin et 7 à Dylan, mais que je le fais une seule fois dans ma vie, ça ne sera pas un acte de commerce. C'est pour ça qu'il est mixte. Et souvent, vous, quand vous allez faire vos courses, vous allez dans un supermarché qui, lui, est commerçant, et vous, vous n'êtes pas commerçant. Vous achetez vos courses pour vous nourrir, pour vos activités civiles, si l'on peut dire. C'est pas pour... Donc, l'acte, il sera civil pour vous et commercial pour la grande surface dans laquelle vous êtes allé. Et maintenant, on peut passer aux actes de commerce par la forme. Alors là, ce sont des actes de commerce, peu importe, à la différence des autres, les co-contractants. Donc, il s'agit de la lettre de change et donc les deux autres actes qui y sont associés, à savoir le billet à ordre et le chèque. Les actes accomplis par toutes les sociétés commerciales par la forme. Donc, les sociétés commerciales, la forme là de la société va emporter nécessairement commercialité de l'acte. C'est parce que c'est une société commerciale que l'acte sera nécessairement commercial et les opérations portant sur le fonds de commerce. Alors, c'est le dernier acte de commerce, c'est celui qui se fait par accessoralité ou par relation, mais c'est un terme un petit peu qui est désuet. Désormais, on parle plus vraiment d'acte de commerce par accessorialité, Et concrètement, c'est un rapport de connexité, c'est-à-dire un lien qui va exister entre deux ou plusieurs actes. Vous avez un acte accessoire, par exemple, et un acte principal. Cet acte accessoire est lié à l'acte principal, mais si l'acte accessoire n'existe pas, l'acte accessoire n'existe pas sans l'acte principal. Vous avez besoin des deux pour que ça puisse exister. Je prends l'exemple, par exemple, un éleveur qui fait du gîte, en fait. Il loue des chambres dans l'optique de proposer des séjours à la ferme. Donc, son acte principal, c'est le fait d'être éleveur, et l'acte accessoire, c'est de faire des séjours à la ferme. Mais, s'il n'avait pas été éleveur, il n'aurait pas pu faire de séjour à la ferme. Donc, on voit bien ici que l'acte accessoire ne peut pas exister sans cet acte principal, tout simplement. D'ailleurs, c'est une notion que vous retrouvez aussi en droit des sûretés, notamment avec par exemple, le cautionnement. Vous avez un débiteur principal avec lequel, par exemple, je vends ma maison à Dylan. Dylan va être mon débiteur principal. Et vu que je sais que Dylan, il est un peu fauché comme les blés, je me dis, il y a de fortes chances que je ne sois pas payé. Donc, l'idée, c'est d'avoir un patrimoine de secours sur lequel je pourrais me faire payer. Et du coup, je vais conclure un cautionnement avec, je sais pas moi, Paul. Et du coup,
Si Dylan me dit: «Écoute, Nat, tu es bien gentil, mais tu as vicié mon consentement», et ben, de facto, le cautionnement va s'interrompre. Il n'existera plus. Maintenant, on va voir un peu en quoi ça concerne les commerçants et notamment les personnes physiques. Donc déjà, il faut savoir que c'est disposé par l'article L121-1 du Code de commerce. Il est affiché à l'écran, donc je ne vais pas vous le réciter. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que le législateur ait pris la décision de mentionner une profession habituelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une profession? Eh bien, c'est l'occupation ostensible permanente avec une perception de moyens de subsistance, c'est-à-dire une rémunération. En fait, on exécute une profession pour avoir une rémunération. Ce qui exclut d'ailleurs le bénévolat ou ce qui fait souvent débat, la mère au foyer. La mère au foyer, malgré les moultes activités qu'elle puisse faire, ce n'est pas un travail. Pourquoi? Parce qu'elle ne perçoit pas de rémunération. Au même titre, pour le majeur peut être commerçant à l'exception s'il est frappé d'une incompatibilité. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit d'exercer une activité commerciale. Vous n'avez pas le droit de faire un commerce de casquettes. Au même titre que si vous êtes avocat, vous n'avez pas le droit, c'est incompatible. Et cette incompatibilité, en raison des activités exercées, c'est toujours avec cette idée du commerce qui est les gens qui veulent se permettre tous les coups pour acquérir le plus de pognon possible. C'est vraiment, on se méfie du commerçant et on considère que les professions libérales ou par exemple le fonctionnaire qui représente l'État ne peut pas se livrer à la bassesse qu'est l'activité commerciale parce qu'il porterait atteinte à l'honneur de sa profession. D'autre part, je vous précise que le mineur non émancipé, donc ce qui est le mineur, le cas général, est frappé d'une incapacité d'une incapacité de protection. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être commerçant parce que on considère que l'activité commerciale étant dangereuse, on veut pas mettre le mineur sur sa paille dès qu'il devient majeur, sur la paille dès qu'il est majeur. Et aussi, c'est une incapacité de défiance dans le sens où peut-être que le mineur non émancipé n'est pas la personne la plus éclairée pour faire des actes de commerce. Par contre, le mineur émancipé, il lui faut une autorisation. Alors cette autorisation, elle est donnée soit au moment de l'émancipation par le juge des tutelles, soit par le président du tribunal judiciaire si c'est demandé après l'émancipation. Et du coup, la conséquence, c'est que si le mineur émancipé ou non émancipé d'ailleurs, exerce une activité commerciale, il sera soumis au droit civil et pas au droit commercial. Ça veut dire que les dispositions du code de commerce n'auront pas vocation à s'appliquer. Si vous êtes un mineur, admettons émancipé, mais que vous n'avez pas l'autorisation d'être commerçant, mais que vous faites quand même des actes de commerce, dans ce cas-là, vous serez assujetti au droit civil. On appliquera le droit civil et pas le droit commercial. Voilà. Et autre chose, j'apporte une nuance parce que la confusion, elle est très facile et vous la faites souvent. C'est que vous confondez avec le droit des sociétés. Le mineur en droit des sociétés peut être associé ou dirigeant d'une société à partir de 16 ans, qu'il soit émancipé ou non. En droit commercial, il faut l'autorisation pour le mineur émancipé seulement. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que dans les sociétés, certains associés ont obligatoirement la qualité de commerçant et il s'agit des associés en non collectif ou des commandités dans les sociétés en commandite qui sont nécessairement commerçants. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il ne pourra s'agir que du mineur émancipé ayant reçu l'autorisation d'exercer la commercialité. Je vous propose maintenant de passer aux commerçants personnes morales, puisque le droit français connaît deux types de personnes, à savoir la personne physique et la personne morale. Alors, la première chose fondamentale à pas confondre, c'est personne morale et entreprise. Toutes les personnes morales ne sont pas des entreprises et toutes les entreprises ne sont pas des personnes morales. L'entreprise se définit comme la mise en commun de moyens matériels et humains en vue de la production de richesses par une activité économique, commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou ce que vous voulez. Effectivement, parfois, la société sera une entreprise. Mais toutes les entreprises ne sont pas des sociétés. Par exemple, je fais une EIRL, je constitue une EIRL, ce n'est pas une personne morale, mais pourtant, je peux très bien mettre en commun des moyens matériels humains et produire des richesses. Par ailleurs, sur le plan des commerçants personnes morales, sur les sociétés, je vous rappelle que le Code de commerce dans son article L210-1, dispose que certaines sociétés sont obligatoirement commerciales en raison de la forme. Par exemple, une ESA ou une ESARL.
peu importe l'objet. Si vous faites une SARL à un objet civil, va primer la qualité de commerçant en raison de la forme. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Les sociétés qui ne sont pas commerciales par la forme, elles seront civiles ou commerciales en raison de leur objet social. Donc, si demain, avec Dylan, je crée une société civile professionnelle où on décide de faire du commerce de détail, bien que ça s'appelle société civile professionnelle, notre société sera commerçante. Donc soumis au droit commercial, effectivement. Et donc l'intitulé est trompeur. Si vous voulez, ça serait une société civile parce que les règles de fonctionnement entre les associés à l'égard des tiers sera du droit civil, mais par contre les litiges sur les actes faits relèveront du droit commercial. Le code de commerce impose que si vous créez une société en non collectif, une société en commandite simple, une société par action, ou une société à responsabilité limitée ou une société par action simplifiée, ça sera nécessairement une société commerciale, peu importe l'objet qu'elle fait. Si c'est une société de, je sais pas moi, location meublée, parce que la location d'immeubles meublés est une activité civile, le fait qu'elle exerce une activité, qu'elle ait pour objet une activité civile, c'est indifférent. Parce que c'est une ESA, une SARL, une ESAS, la liste qui est fixée par L210-1 du code de commerce, eh ben, va primer la forme de la société et donc elle sera tout le temps commerçante. Par contre, pour les sociétés civiles, donc société civile immobilière, si votre société civile immobilière, elle fait juste son petite activité de location immobilière, machin, elle sera soumise au droit civil dans tout le cas, dans tous les temps. Que ça soit dans les rapports internes avec les associés, les rapports externes avec les tiers ou les actes qu'elle fait. Par contre, si votre société immobilière, c'est de l'achat pour revente, ou une société pas immobilière, du coup, une société civile de moyens ou n'importe quoi, une société civile dont l'objet c'est le commerce, donc l'achat pour revendre, une société qui commercialiserait, moi je sais pas, des produits pharmaceutiques par exemple, ça sera une société commerciale parce qu'elle fait des actes de commerce à titre habituel, l'achat et la vente de médicaments. Bien sûr, ça, ce qu'on vous a dit, c'était un peu les conditions préalables pour être commerçant, mais pour être commerçant, c'est une qualité et cette qualité, il faut la rendre opposable au tiers et pour rendre opposable une qualité au tiers, le droit français utilise le mécanisme de la publicité. Le mécanisme de la publicité, c'est qu'il faut qu'il y ait un journal d'annonce légale, genre, le journal officiel, mais là, ça s'appelle le BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui va dire: «Monsieur», alors là, dans l'exemple, si vous voyez bien, «Monsieur Nat Blaireau a dit qu'il était commerçant à titre professionnel à partir du 16/6/2020 et il a arrêté son activité le 30/11/2020». Ah bah, il a pas fait long feu, mais c'est pas grave, les temps sont durs avec la Covid. Et du coup, à partir du moment où il a publié sa création de sa qualité de commerçant, tous les actes qu'il fera dans son pour son activité professionnelle seront qualifiés de commercial. Le rôle du RCS, donc, c'est donc de faire connaître aux tiers sa qualité. Ça a pour conséquence d'emporter une présomption de commercialité. Par exemple, si vous êtes un employeur un peu malhonnête, que vous avez des salariés et que vous en avez marre de payer les charges sociales, ce que vous pouvez dire, c'est vous allez dire à vos salariés: «Bah, écoutez, allez vous immatriculer au RCS», donc registre du commerce et des sociétés, en tant que commerçant. Et dans ce cas-là, vos salariés deviendront commerçants et ça sera eux-mêmes, il leur reviendra à eux de payer les charges sociales sur les rémunérations, avec toutes les conséquences fiscales et sociales que cela entraîne. Bien sûr, je vous déconseille de faire ça le jour où vous êtes chef d'entreprise, hein, ou, ou employeur. Évidemment, le nom est traître avec le RCS puisque c'est en fait un double registre. Vous avez deux parties. Vous avez la partie sur les sociétés et la partie sur les commerçants. On n'a pas tout fait pour simplifier. Les sociétés, pour qu'elles acquièrent la personnalité morale, il faut qu'elles soient immatriculées. Et le législateur s'est dit: «Ah bah tiens, on va faire qu'un seul registre où on va mettre les sociétés et les commerçants». Mais comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les sociétés ne sont pas commerçantes. Donc, c'est pas parce qu'une société est inscrite au RCS qu'elle a la qualité de commerçant. Par contre, les personnes physiques, dès qu'elles sont inscrites au RCS, elles ont la qualité de commerçant. Et pour vous immatriculer au RCS, vous devez remplir un petit formulaire, payer une petite somme, ça peut, je crois, et après c'est publié au BODAC. La qualification de commerçant emporte des obligations, sinon c'est pas drôle. Quand vous êtes commerçant, vous êtes obligé de tenir une comptabilité. Alors,
Un bilan comptable. Donc le bilan comptable, c'est simplement une photo de du patrimoine avec votre actif, ce que vous avez, et le passif, ce que vous devez. Et un compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est finalement la détermination de votre chiffre d'affaires et de votre bénéfice. Et bien sûr, vous devez éditer des factures et tenir quelques petits registres. Par exemple, si vous êtes une société, un registre des assemblées générales, mais ça, c'est obligatoire pour toutes les sociétés. On a parlé des commerçants, de qui étaient commerçants, et on va parler d'un type de commerçant particulier qu'est l'agent commercial. Alors effectivement, l'agent commercial, c'est assez particulier. D'abord, c'est régi par l'article L134-1 et suivant du Code de commerce, et il y a des critères vraiment bien spécifiques pour être qualifié d'agent commercial. Tout d'abord, il doit exercer à titre strictement indépendant. Ensuite, il doit être lié par un contrat de louage de service. Et enfin, pour une mission d'entremise au nom et pour le compte de quelqu'un. En fin de compte, un agent commercial, c'est un petit peu comme un entremetteur finalement. Si je prends l'exemple de l'agent immobilier, c'est très rare les cas où il est salarié de l'agence immobilière. Bien souvent, et même dans 95% des cas, l'agent immobilier est un agent commercial qui ne va pas percevoir un salaire au sens du droit du travail, mais qui va percevoir une rémunération fixe à laquelle va s'ajouter des commissions qui pourront être variables selon le résultat. Par exemple, s'il fait beaucoup de ventes dans le mois, il va toucher plus de commissions et donc dégager une rémunération beaucoup plus intéressante. Par rapport à ça, et c'est un petit aparté typiquement par rapport au droit du travail, j'avais envie d'évoquer l'arrêt Uber Eats du 4 mars 2020 qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, où justement on reprochait à cette société d'abuser un petit peu de ces entre guillemets agents commerciaux, parce que ils exerçaient pas vraiment à titre indépendant, dans le sens où Uber Eats justement leur imposait des horaires, leur imposait des résultats, et surtout ils avaient un pouvoir de sanction. Or, justement, la particularité d'un agent commercial, c'est d'exercer à titre indépendant. Et c'est dans ce sens que l'arrêt Uber Eats, que vous pouvez retrouver sur Internet, parce qu'il est vraiment très récent, il est du 4 mars 2020, c'est en ce sens qu'il est tout à fait intéressant, parce qu'on voit vraiment bien la différence qu'il y a entre le salarié et l'agent commercial. Il n'y a pas du tout de contrat de travail classique, parce que le contrat de travail classique se définit par un lien de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur. Alors que là, dans le contrat d'agent commercial, vous n'avez pas de subordination, vu qu'il exerce à titre indépendant. Par contre, bien évidemment, que le prestataire peut dire, si tu fais tant de ventes par mois, dans ce cas-là, tu auras une commission supplémentaire. Ou alors, je te conseille, tu exerces ton activité que dans cette zone-là, parce que dans l'autre zone, c'est un autre agent commercial. Donc, il peut poser quelques principes généraux, mais il ne faut pas que ça soit un pouvoir de direction, sanction et organisation du travail très formel. Donc, effectivement, il y a quand même une hiérarchie, parce qu'il est le prestataire et qu'il l'emploie pour justement un contrat de louage de service et pour faire de l'entremise au nom pour son compte. Donc, il peut poser quand même quelques conditions, mais il ne faut pas que ces conditions portent atteinte à l'indépendance du préposé. Nous allons étudier les notions clés et les notions fondamentales et celles qui vous posent le plus de problèmes du droit commercial, que sont le fonds de commerce et le bail commercial. Alors, le fonds de commerce, qu'est-ce que c'est? Alors, comme je vous le disais en introduction, le droit commercial souffre d'un grave problème de définition et la loi ne définit pas le fonds de commerce. Hein. Il faut savoir qu'historiquement, c'est apparu dans une loi de finances de 1909 pour pouvoir imposer la cession du support de l'activité commerciale. Parce qu'en effet, le fonds de commerce, c'est une universalité de droit. Une universalité de droit, c'est l'universalité, une notion qui est utilisée, qui va regrouper en fait des actifs et des passifs. Et là, pour le fonds de commerce, ces actifs et ces passifs, donc bien sûr, où l'un répond l'un de l'autre, comprennent des éléments corporels, par exemple les stocks, l'achalandage. Donc l'achalandage, c'est par exemple les rayonnages si vous êtes un magasinier, mais aussi des éléments incorporels tels que la clientèle. C'est sûr que vous pouvez pas prendre votre clientèle, la mettre dans une boîte, enfin il faudrait que ça soit une grosse boîte, et puis la déplacer. Et puis en plus, c'est quelque chose d'assez diffus, la clientèle. Vous avez aussi le nom de votre marque, le droit au bail,
qui est compris dans le fonds de commerce, et des dettes. Parce que souvent, en droit commercial, vous avez des espèces de petits crédits entre commerçants. Donc, avec ces petits crédits, ben, vous pouvez faire des paiements différés, et vos débiteurs commerçants peuvent aussi vous payer plus tard. Et donc, du coup, quand on va faire une cession de fonds de commerce, c'est tout ça qu'on va céder. C'est un bloc qu'on cède ensemble. Et oui, le fonds de commerce est indissociable. Vous pouvez pas séparer les éléments. Vous pouvez pas dire je cède mon fonds de commerce, mais je cède que les stocks. Vous cédez le tout. Après, bien sûr, dans votre contrat de cession de fonds de commerce, vous pouvez dire que vous gardez les stocks, mais dans ce cas-là, il faudra les déduire du prix. Et là, je précise également que lorsque vous cédez votre fonds de commerce, vous cédez obligatoirement, enfin, du moins, vous cédez le bail commercial et du coup, le propriétaire ne peut pas s'opposer au changement de locataire. Sur le fonds de commerce, vous pouvez aussi faire un nantissement. Alors le nantissement, là, je vous renvoie aussi au droit des sûretés. Désolé, je le fais beaucoup. Du coup, le nantissement, c'est que vous ne pourrez pas vous séparer du fonds de commerce sans avoir l'accord de votre créancier. Sachant que quand vous cédez un fonds de commerce, tous vos créanciers peuvent se faire payer par privilège sur le prix de cession. Autre petite remarque terminologique, on parle de cession car on considère que le fonds de commerce est un bien immatériel. Donc le bail commercial, qu'est-ce que c'est? Ben, déjà, c'est un bail. Donc ça veut dire qu'on a un propriétaire qui est bailleur et un preneur qui est locataire. Parce que ben, c'est très rare, enfin, que vous soyez propriétaire des locaux dans lesquels vous exercez votre activité. Ce bail commercial, pour être conclu, il est soumis à des conditions. La première condition, c'est que le preneur doit être inscrit au RCS et là, vous allez avoir des difficultés qui naissent avec les sociétés en formation puisqu'elles ne sont pas encore immatriculées, notamment celles qui ont un objet commercial. Être inscrit au RCS, ça veut dire avoir la qualité de commerçant ici. Le bail est conclu pour une durée initiale de 9 années, entière et consécutive, renouvelable et il y a un véritable droit au renouvellement puisque, le propriétaire bailleur ne peut pas dégager son locataire comme il veut. Sinon, il doit lui payer une indemnité d'éviction, sauf, certains cas, notamment de faute, du locataire. Le bail commercial aussi doit prévoir précisément l'activité commerciale qui serait exercée. Oui, contrairement à un bail d'habitation, doit prévoir l'activité commerciale exercée. Si, Dylan me consent un bail commercial pour que j'exploite une boucherie, je pourrais pas faire une activité de barman dedans. Sinon, là, il pourra me dégager sans indemnité d'éviction parce que j'ai pas respecté mon bail. Effectivement, contrairement au bail d'habitation, j'ai pas un droit absolu au renouvellement et le propriétaire ne doit pas indemniser son locataire quand il le met à la porte, au terme du bail. Donc là encore, quelles sont les opérations possibles sur le bail commercial? Une cession du bail commercial sans céder le fonds de commerce, qui a lieu en général en fin d'activité. Par exemple, quelqu'un qui arrête son activité, qui retrouve pas un repreneur pour son fonds de commerce, mais qui retrouve juste un repreneur pour son bail commercial et une déspécialisation. La déspécialisation, c'est le fait de changer l'activité qui sera exercée. La location-gérance, donc après avoir vu du coup, le support de l'activité économique, donc le fonds de commerce, il convient de voir comment est-ce qu'on peut exploiter ce fonds de commerce. Donc soit je l'exploite directement, soit je suis un peu une grosse feignasse et ben, exploiter mon fonds de commerce, OK, j'en suis propriétaire, mais bon, ça me plaît pas vraiment et donc du coup, bah, solution de facilité, je vais dire à un tiers: «Tu t'occupes de mon fonds de commerce». Donc moi, je vais dire à Dylan: «Tu vois, j'ai un fonds de commerce, de barman, mais ça me plaît pas du tout de m'en occuper. Moi, ce que je veux, c'est juste récupérer le pognon, donc c'est toi qui, t'occuperas de gérer, administrer mon fonds de commerce». C'est un peu une espèce de location de fonds de commerce. D'ailleurs, on a le terme dans le titre, location-gérance. Donc tu vas être locataire gérant de mon fonds de commerce, donc tu vas exploiter le fonds sous ta responsabilité, donc tu seras tenu des engagements que tu as pris et si jamais, bah, tu fais n'importe quoi, je pourrais obtenir des dommages et intérêts. Tu auras une rémunération sur les bénéfices que tu en tireras, mais par contre la contrepartie, c'est que moi, il faut aussi que j'y trouve mon compte. C'est que tu dois me verser alors trimestriellement, annuellement, mensuellement, biannuellement, enfin, comme on aura déterminé dans le contrat, une redevance. Alors cette redevance, il peut y avoir une partie fixe et une partie variable en fonction des résultats. Il est précisé que le locataire gérant est nécessairement un commerçant. Donc ça ne peut pas être un mineur et ce ne peut être un mineur qu'un mineur émancipé avec autorisation judiciaire.
On arrive vraiment à la fin de ce cours de soutien et on va traiter le secret des affaires. Alors qu'est-ce que le secret des affaires? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui est né d'une loi très récente, puisque ça date de juillet 2018, et qui finalement va servir à protéger les données personnelles liées à l'activité commerciale. Donc concrètement, ça s'inscrit dans le développement de la protection des données personnelles des personnes physiques, et notamment avec le RGPD dont vous avez tous entendu parler. Alors, est considéré comme secret des affaires, et c'est bien évidemment cumulatif, il faut une information non aisément accessible, qu'elle soit à valeur commerciale, et qu'elle soit protégée et connue par un nombre limité d'individus internes à l'entreprise. Bien sûr, c'est un peu délicat, parce que selon la position que vous allez occuper dans l'entreprise, l'agent est plus ou moins susceptible d'avoir du grade et donc d'avoir à sa connaissance des informations sensibles. À titre d'exemple, une technique commerciale particulière, tous les agents de l'entreprise, en principe, vont la connaître. En revanche, si vous faites des tests pour des prototypes à caractère confidentiel, moins de monde auront connaissance de cette information-là. Et finalement, la finalité de ce secret, c'est de protéger l'économie, c'est d'éviter que n'importe qui puisse porter atteinte à ce qui fait la valeur de votre entreprise. On est vraiment dans la divulgation ou plutôt la récupération d'informations sensibles dans le cadre où la personne qui viole le secret des affaires va voir sa responsabilité engagée. Et bien sûr, il faut que l'entreprise, avant de dire telle information a été couverte par le secret des affaires, ait quand même mis en place des procédures internes d'agrément sur l'accessibilité de ces données. Si c'est une liste qui est affichée à l'accueil de l'entreprise qui est accessible par tout le monde, peut-être que là, on va dire, écoutez, cette information n'était pas couverte par le secret des affaires. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a très très peu de jurisprudence parce que ça a été intégré par la loi de 2018 dans le code de commerce. Avant, ça n'existait pas du tout. On avait éventuellement la protection du tour de main pour l'artisanat, mais là, c'est vraiment une généralisation de tout ça à toute l'activité économique. Exactement, la recette du Coca participe du secret des affaires. Si Tout à moi, fait. demain, je dépouille Coca-Cola de sa... après, vous vous débrouillez pour couper au montage la citation des pubs. Je dépouille Coca-Cola de sa recette et que je la diffuse, évidemment que je porte atteinte à l'entreprise. Et finalement, je ne respecte pas son secret des affaires. Parce que c'est cette recette-là elle a une valeur commerciale, elle est non aisément accessible parce qu'elle est gardée secrète, et en plus, elle est protégée parce que Coca-Cola a mis en place des mécanismes pour que tout le monde dans son entreprise n'y ait pas accès. C'est la responsabilité civile, vous devez réparer le préjudice subi par l'entreprise. Et bien sûr, vu qu'en général, c'est des personnes physiques qui font ça parce que elles ont été dégagées de l'entreprise un peu comme des malpropres ou par vengeance ou violation de leur... c'est aussi très lié à la non-concurrence, ou qui cherchent à détruire un concurrent, ça peut... plus vous vous attaquez à une entreprise importante, plus la sanction sera lourde, effectivement. Alors pour l'instant, j'ai pas encore vu passer d'arrêt qui prononce des sanctions à ce niveau-là, mais quand j'aurai vu des arrêts à ce sujet-là, on pourra dire si les sanctions sont lourdes ou pas. Bon, ça c'est un peu pour faire une ouverture, et je vais continuer l'ouverture en vous parlant du droit processuel devant les juridictions commerciales. Alors déjà, il faut se rappeler que vous avez des actes mixtes. Donc quand l'acte est mixte, vous avez un commerçant d'un côté et un non-commerçant de l'autre. Le non-commerçant peut choisir s'il assigne le commerçant devant la juridiction commerciale ou la juridiction civile. Le commerçant, en revanche, ne peut assigner que devant la juridiction civile, c'est-à-dire le tribunal judiciaire. Dans le tribunal de commerce, c'est des magistrats qui sont non professionnels et qui sont eux-mêmes des commerçants. C'est un tribunal composé des pairs. Pourquoi? Parce qu'on considère que, eu égard aux particularités du monde commercial, les pairs connaissent mieux les usages et les coutumes de chacune des professions et des places. Parce qu'il faut savoir qu'historiquement, le droit commercial, c'était un droit spécifique par place de foire. Par exemple, vous aviez le droit commercial et les usages et coutumes du port de Marseille ou les usages et coutumes du marché des Capucins à Bordeaux, etc. Devant le tribunal de commerce, actuellement, la procédure est orale. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de conclusions écrites ou de préparer préalablement
un écrit que vous devez remettre à votre contradicteur. Vous pouvez arriver devant le juge et dire, donc en respectant le contradictoire, bien sûr, ben voilà, mes arguments de droit, mes arguments de fait. Dans ce cas-là, c'est le greffier d'audience qui note tout sur son petit procès verbal. Et si vous faites un mémoire écrit qu'on appelle conclusion, dans ce cas-là, vous devez y renvoyer formellement lors de l'audience. Depuis le très récent décret du 11 décembre 2019, la représentation par avocat est en principe obligatoire, sauf quand la loi l'écarte expressément. C'est notamment le cas de l'écart express en procédure collective. Lorsque vous voulez prouver autre chose, petite particularité procédurale, contre un commerçant, par exemple, c'est un litige pour un contrat de plus de 1 500 €. Normalement, en droit civil, vous devez avoir un écrit. En droit commercial, pas besoin d'arguer d'un écrit, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi contre un commerçant. Par contre, le commerçant qui veut prouver contre un non-commerçant doit respecter le droit civil classique. Et comme je vous disais, le droit commercial est très modelé par les usages et les coutumes. Et approuver un usage ou une coutume, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, les CCI, les chambres de commerce et de l'industrie, elles ont fait une liste de tous les usages et coutumes par profession et par localité. Et ça s'appelle un PARER, ce registre des usages et coutumes. Et du coup, si vous allez voir la CCI, que vous y dites: «Écoutez, j'ai besoin de tel PARER», ça montre bien que cet usage est établi et vous pouvez vous en prévaloir en justice. J'arrive, au terme, de cette présentation et j'avais envie de vous faire un peu réfléchir parce que le droit commercial, c'est un droit très expérimental. Il y a une procédure que vous connaissez tous, qui est la procédure d'injonction de payer. Initialement, on la considérait très dangereuse, cette procédure, et on a dit: «C'est possible qu'entre les commerçants», et maintenant la procédure d'injonction de payer, elle est possible, entre toute personne. Elle a été réceptionnée vraiment. C'était une procédure spécifique au droit commercial et maintenant elle a été écrite dans le droit, civil. Elle a été déplacée. Par ailleurs, les tribunaux de commerce ont un taux de réformation de leurs arrêts, par les cours d'appel moins important que les tribunaux judiciaires et du coup, ça amène à s'interroger comme le fait, monsieur Fazi, qui est un juriste suisse, mais bon, ma foi, tant pis, on peut un peu voyager, qui pose la question: «Pourquoi donner au commerce des lois particulières, des tribunaux particuliers, une procédure à lui propre? Où est la différence réelle entre une manufacture et une ferme?» Donc manufacture, pensez à une industrie. Entre des échanges dits commerciaux et des échanges de produits agricoles, par exemple, si les lois commerciales sont les meilleures, parce que plus rapides, parce que, il y a moins, de réformation des arrêts, faut-il les appliquer à tous? Il faut les appliquer à tous et non pas privilégier un certain genre de production et donc ça peut vous faire une ouverture et vous intéresser sur le devenir du droit commercial. Est-ce que finalement, il est toujours bon de distinguer en droit français, droit civil, droit commercial? Je veux pas plus développer parce qu'après on tombe dans des questions très rapidement complexes, mais sachez que ces questionnements existent en doctrine aussi. Les systèmes de common law n'utilisent pas cette distinction droit civil, droit commercial. Ils l'ont fait et ils l'ont abandonné. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée et bah, je vous souhaite aussi bon courage pour cette fin de confinement. Je sais que les facs ne réouvriront pas tout de suite. Les cours à distance, c'est pas l'idéal pour tout le monde, mais en tout cas, vous avez des collectifs comme celui-ci qui vous soutiennent et je trouve ça bien. Donc profitez de ce qui est mis à votre disposition